Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les spectacles du ciel que je vous conseille d'observer en ce mois de février 2023. La comète C2022 E3ZTF passe au plus près de la Terre le 1er février. Elle croise Capella le 5 et Mars le 11. La Lune se couche dans l'Arc de Triomphe le 6. La Lune encore est visible comme un mince cil le 21. Et elle compose une très belle conjonction avec le duo Vénus-Jupiter les 22 et 23 février. Nous commenterons tous ces spectacles et comme chaque mois, Cyril Birnbaum nous aidera à réussir une belle photo du ciel, tandis que Sébastien Fontaine reviendra sur un événement ou un personnage marquant de l'histoire de l'astronomie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, c'est vous qui, comme chaque mois, démarrait cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Ce mois-ci, je me suis laissé dire que vous alliez nous parler d'un certain Dobson, John Dobson. Exactement, John Dobson. Oui, parce que Dobson, ce n'est pas qu'un télescope, non, ni même c'est une personne. Exactement, il y avait un petit cœur qui battait derrière la conception de ce télescope de Dobson. Donc John Dobson est né en 1915, mort en 2014, donc il n'y a pas très très longtemps. Il est décédé la même année que Jean Texereau. Ça vous parle aussi, un autre concepteur de télescope bien connu dont on reparlera sans doute un peu plus tard. Et donc John Dobson avait la volonté de créer un télescope portable, transportable, peu cher. Alors c'est un garçon qui a été diplômé en chimie à Berkeley, donc du côté de San Francisco en Californie en 1943, et figurez-vous que pendant 23 ans, de 1944 à 1967, eh bien, il va devenir moine védiste. Et là tout le monde se demande, mais c'est quoi un moine védiste ? J'ai cherché, j'ai rien compris. C'est une dérive en gros de l'hindouisme. Mais bref, il va partager pendant presque 25 ans son temps entre la méditation, l'étude des écritures plutôt philosophiques, et puis surtout il va consacrer du temps à l'astronomie, à la pratique de l'astronomie, avec toujours ce credo de concevoir des télescopes à partir d'éléments de récupération. Et toutes les bases sont là finalement, et dès 1956 il développe ses premiers télescopes qui fonctionne vraiment bien. En 1968, donc un an après avoir quitté le monastère, il fonde avec quelques copains de San Francisco les astronomes des trottoirs de San Francisco. Alors c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Ça s'est développé un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui encore, quand vous vous promenez dans les rues de San Francisco, de Santiago au Chili, vous avez des gens qui vous proposent gratuitement ou non des observations des planètes, des étoiles ou de la Lune avec des télescopes installés au niveau des passages cloutés. On a ça également à Paris avec Jean-Raphaël Gillis qui propose régulièrement des observations sur le pont Saint-Louis, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, tout est parti de Dobson et de ses copains. Et quand il propose les observations sur les trottoirs de San Francisco, bien sûr, il installe ces différents télescopes de différents diamètres. Et évidemment, les gens vont être surpris par la qualité des instruments. Les télescopes sont donc très vite vraiment appréciés. En 69, il propose d'en construire à qui on voudra pour moins de $300. Et très vite, le concept va être industrialisé et de là fortement démocratisé, jusqu'en Europe, bien sûr. Malgré une conception parfois un petit peu cheap, bon marché, je pense notamment à la monture azimutale qui peut être un frein pour certains. Je vous rappelle qu'une monture azimutale, ça vous permet d'orienter votre télescope ou votre lunette sur deux axes, hauteur, donc vers le haut, le bas, et puis gauche-droite, donc l'azimut et la hauteur. Et c'est un peu embêtant quand on veut suivre un as, il nous faut plutôt une monture équatoriale. On en reparlera plus tard, mais voilà. Donc là, il y a peut-être un frein pour certains astronomes, mais il n'empêche que le côté plug and play va plaire énormément, et donc le télescope, une fois industrialisé, va se répandre dans le monde entier. Au début des années 2000, les fabrications plutôt d'origine chinoise vont encore faire chuter les prix. On trouve rapidement, et aujourd'hui encore, des Dobson de très très grand diamètre à des prix mais qui défient vraiment toute concurrence.
Aujourd'hui, grâce au système GoTo que les Dobson proposent et même les dérotateurs de champ, eh bien, vous allez pouvoir vous initier à l'astrophotographie et même créer des images de très bonne qualité avec ces Dobson. Donc vous voyez, les Dobson ont toujours le vent en poupe, et ce qui est intéressant, c'est que pour un ticket d'entrée finalement relativement modique, eh bien, vous pouvez vous initier à l'astronomie, mais très vite upgrader le système et partir vers des choses très intéressantes comme l'astrophotographie ou même la spectro avec un Dobson. Eh bien écoutez, merci beaucoup, très intéressante chronique à propos de John Dobson. Alors on enchaîne maintenant sur les événements à suivre en ce mois de février avec, pour commencer, la comète C2022 E3ZTF. Cyril, nous en avons parlé la semaine dernière, mais pour ceux de nos auditeurs qui ne nous écoutent pas tous les mois ou qui nous découvriraient ce mois-ci, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette voyageuse ? Eh bien, elle a été découverte par un télescope d'1,20 m au Mont Palomar, un télescope automatique, un télescope grand champ. C'était le 2 mars 2022, d'où son nom, c'est 2022. C'est une comète qui est non périodique, c'est-à-dire qu'elle elle repassera pas, et elle est peut-être pas déjà passée d'ailleurs en plus. Voilà, et là on s'attend, c'est que pour l'instant elle est plutôt dans la constellation du Bouvier. Elle va passer dans le Dragon. Et puis elle ira jusqu'à la Petite Ourse, et surtout après la Petite Ourse, nous avons la constellation qu'en général on ne connaît pas, qui est la constellation de la Girafe, qui est 4 petites étoiles en zigzag, là, qui ressemble un peu à une Cassiopée. Pour savoir exactement où elle est, je vous invite à aller en fait sur le site de Ciel Espace, bien sûr, mais vous pouvez aussi faire theskylive.com, qui vous permet en fait, en allant dans la rubrique comète, d'avoir les cartes de champ et même d'anticiper, c'est-à-dire que vous pouvez choisir comme un planétarium en quelque sorte des dates futures, des heures futures pour savoir exactement où elle est. On enregistre bien sûr avant le mois de février, donc on soupçonne qu'elle sera de magnitude 6-7 à ce moment-là sur le mois de février. Et on croise les doigts pour une petite surprise, on ne sait jamais ça. Oui, c'est-à-dire la surprise c'est de la voir à l'œil nu, bien sûr. C'est ce qu'on espère tous, sinon ça sera aux jumelles ou au pire au télescope. Sébastien, cette comète, elle passera tout de même près de Capella, la plus brillante étoile du cocher, le 5, puis de Mars le 11. Malheureusement, son éclat diminue rapidement. Quel instrument il faudrait avoir pour l'observer confortablement à cette période ? Pour la comète, plutôt une paire de jumelles éventuellement. Comme le disait Cyril, c'est très difficile de prévoir son éclat. Il y a souvent des surprises avec les comètes, et dans mon cas, souvent des mauvaises surprises. J'en attends toujours un peu trop, finalement. Mais ça, c'est de mes premières observations de la comète de Halley. Je vous l'ai déjà raconté avec mon maître, M. Bridoux, tout ça. Bon, on peut pas revenir là-dessus. Vous étiez tous très jeunes à cette époque-là. Oui, exactement. J'ai été déçu, moi aussi. Oui. Bah oui, très jeune. Et moi, c'est à cause de Ciel Espace que j'avais tanné mes parents pour aller voir la comète, figurez-vous, et rien vu du tout, rien vu. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, depuis les comètes... Il y en a eu d'autres de très belles. Neowise, on en parlait le mois dernier. Non, Elbop et Yakutake, voilà, si on n'a pas vu ça avant 50 ans, on peut vraiment dire qu'on a raté sa vie, mais ça, c'est autre chose aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas de Rolex tous les deux. Exactement, oui, voilà. Quoique, moi, j'ai pas encore 50 ans. Oui, moi, j'ai... Ah ben voilà, j'ai encore 3 ans, n'est-ce pas ? Donc des jumelles, en tout cas, c'est une bonne option, les jumelles, pour observer une comète. Oui, voilà, plutôt une jumelle, surtout que quand on s'attend à ce qu'elle soit déployée, eh bien souvent, les belles comètes n'entrent pas dans le champ, finalement, des télescopes, parfois même pas dans le champ des jumelles. Donc voilà, moi, je vais plutôt tester aux jumelles, éventuellement avec un télescope, mais je ne pense pas que je ferai de gros efforts pour l'observer au télescope. Très bien, petite question subsidiaire pour Cyril, on l'a déjà posé le mois dernier, mais pour, encore une fois, ceux qui nous découvriraient, comment on peut photographier une comète ? 2 solutions. Donc la solution la plus simple, c'est un trépied, un appareil photo avec forcément un objectif dessus. Idéalement une petite focale, au moins un 100 mm ou voire 200 mm. Et puis tout simplement vous pointez, vous faites la mise au point, vous mettez en pause B, vous mettez tout en manuel et vous faites des pauses de quelques secondes. Avec la comète dans le champ en montant un petit peu en sensibilité. Ça, c'est la solution 1, qui est la solution basique, petit matériel. Et sinon, après, vous avez une monture équatoriale mise en station, donc qui rattrape le mouvement de rotation de la Terre. Et là, vous pouvez utiliser aussi
un petit téléobjectif ou une petite lunette, sachant que ce que disait Sébastien, c'est qu'une comète normalement ça déborde quoi. C'est-à-dire que c'est forcément un petit peu large. Il vaut mieux avoir du donc champ. Faut avoir quand même du champ. Donc ça sera plutôt des petites lunettes de 300, 400, 500. Alors non pas de diamètre, mais de focale. De longueur focale. Voilà. Très bien. On passe directement au spectacle du 6, mais il est seulement pour les Parisiens. Un coucher de lune dans l'Arc de Triomphe. Sébastien, très rapidement, c'est à quelle heure et où est-ce qu'il faut être pour profiter de ce beau spectacle? Vous allez me dire sur les Champs-Élysées, très bien, mais est-ce qu'il y a un endroit préféré? Alors, très rapidement, oui. Donc la pleine lune, c'est le 5 au soir, donc on est vraiment à la pleine lune. Donc sur le coin des Champs-Élysées, c'est pas trop mal. La lune, elle est pleine, donc elle se couche le matin. Alors ça, c'est une petite gymnastique quand même à avoir en tête. Donc un coucher de pleine lune, c'est le matin que ça se passe. Et là, le coucher est à 8h56 le matin. Donc moi, ce que je propose, c'est que vous alliez du côté du rond-point des Champs-Élysées à partir de 7h30, 8h, que la lune soit encore assez haute quand même pour ne pas être déjà au bord de l'horizon. Et là, vous vous placez dans l'axe et puis vous attendez l'instant magique où la lune se trouvera alignée avec l'Arc de Triomphe et avec vous également, qui vous trouverez du côté de... Sur l'alignement, parfaitement voilà. Ce jour-là. On passe au 21 du coup. La lune, encore une fois, sera cette fois-ci comme un petit cil à 10 degrés sous Vénus. Une lune éclairée à seulement 3%. Cyril, c'est quand même difficile à voir ça, non ? Oui, ça va être assez costaud parce que c'est quand on regarde un petit peu les horaires, c'est-à-dire que le soleil va se coucher à 18h20, la lune à 20h, donc 1h30 après. Le début de l'heure bleue, c'est-à-dire que le moment où le soleil est à 4 degrés sous l'horizon et vous avez non plus un ciel orange mais un ciel qui commence à s'assombrir, qui est un petit peu bleuté, bleu nuit en quelque sorte, ça sera vers 18h40. Ça veut dire que en gros vous aurez à partir de 19h, ça va être le moment de prendre la photo, mais c'est le moment où la lune est à 6 degrés au-dessus de l'horizon, donc c'est un petit peu ça se prépare, faut aller vite, faut aller vite et être sûr de rien avoir devant, que rien vous embête, mais c'est vrai que c'est assez joli à voir. Et puis 10 degrés, donc ça rentre dans un 200 mm, enfin il faudrait plutôt un 150 mm, donc sur votre téléobjectif là, et il faudra avoir un horizon sud-ouest-ouest, donc 250 degrés là, complètement dégagé pour arriver à la fois à le voir, parce que c'est quand même déjà joli à voir, et éventuellement à le photographier. Très bien, donc ça ce sera pour le 21 février. On passe au 22 et 23. Cette fois-ci, nous pourrons assister à ce qui sera peut-être l'une des plus belles conjonctions de l'année. Jupiter, Vénus et la Lune en croissant vont faire le spectacle. Sébastien, c'est à voir ça quand même. Oui, complètement. Ouais. Le soleil va se coucher ce jour-là à 18h22 et donc si vous tournez en direction du sud-sud-ouest, eh bien vous aurez Vénus à 17 degrés de hauteur à 19h, donc Vénus à 17 degrés de hauteur, Jupiter un peu plus haut à 24 degrés et entre les deux, donc le croissant de lune, donc vraiment très très beau. La lumière cendrée devrait également être visible, rappelez-vous ce clair de terre finalement que nous propose de voir la lune quand la partie éclairée de la lune n'est pas trop éblouissante, et donc c'est une observation à faire avant 21h puisque Vénus se couche aux alentours de 21h, mais vraiment très très beau avec un joli premier plan, c'est toujours extrêmement esthétique, voilà. Donc une belle observation à voir le 22 ou 23 février. C'est l'heure de votre chronique photo. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto. Vous avez donné quelques conseils déjà pour les événements de ce mois-ci. Mais là, vous devez, c'est la commande que nous vous faites, partager une astuce ou livrer un secret. Et ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? Les chaufferettes. Les chaufferettes, c'est donc. Mais oui, c'est bien, ça, c'est pas bête. Mal, c'est super. C'est pas mal les chaufferettes. On voit qu'on est en plein mois de février. On est quand même au mois de février. Alors peut-être certains vont quand même partir au ski, d'autres ont des choses à faire. En plus, le prix de l'électricité, de tout, le chauffage, tout ça, ça a un petit peu augmenté. Donc je vous propose les chaufferettes. Et c'est une découverte. Dernièrement, j'ai découvert. C'est-à-dire que pour l'instant, je m'étais arrêté à la fois aux chaufferettes usage unique, donc on déchirait un petit papier et puis on les mettait dans les gants et ça nous réchauffait, ou dans les chaussures, parce que souvent en astronomie c'est directement les pieds qui ont froid en premier, et Sébastien a toujours un bonnet sur la tête d'ailleurs pour pas avoir froid aux oreilles, et donc je m'étais arrêté à ces chaufferettes. Après, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des chaufferettes
réversibles en quelque sorte, c'est-à-dire que vous les preniez et à côté chaud, côté froid, c'est ça? Vous claquiez, en fait elles étaient chimiques, vous claquiez une petite capsule dedans et elles commençaient à durcir et chauffer, et après vous les remettiez dans l'eau bouillante et puis elles redevenaient liquides, etc. Donc ça marchait très très bien aussi. Ouais, c'était pas mal. C'était franchement pas mal, et puis c'est surtout que vous pouviez les utiliser, je pense, une 50aine de fois. Voilà, ça c'était pas mal. Et alors maintenant là c'est le grand luxe, c'est-à-dire qu'il existe des chaufferettes pour tout. Pour tout. C'est-à-dire que vous avez à la fois les chaufferettes qui sont en USB, c'est-à-dire que vous pouvez les recharger donc avec votre téléphone portable en quelque sorte. Donc vous pouvez les glisser dans les gants, et il en existe même des chaufferettes qui sont pour les chaussures. Et au grand désespoir de Sébastien, non, il n'y a pas encore de caleçon chauffé en USB. Ouais. Voilà, donc les chaufferettes, ça peut bien aider. Ça peut servir pour faire de la photo, parce qu'un astrophotographe qui a froid est un astrophotographe qui rate ses photos, soyons clairs. Ouais, c'est surtout qu'il rentre se coucher souvent. Donc il ne fait pas de photos. Très bien, écoutez, merci beaucoup, il fallait y penser, mais j'aurais pas pensé, mais voilà, pourquoi pas les chaufferettes pour ce conseil astrophoto, je le rappelle, du mois de février. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument, que sais-je, vous avez le choix. Quel est le vôtre, Sébastien? Alors comme on a le temps, il y en aura deux. Le sac à charbon et la boîte à bijoux. Alors c'est un peu loin, hein, ça se passe plutôt dans l'hémisphère sud. On n'en parle pas assez de l'hémisphère sud, et pourtant on a des auditeurs qui se trouvent de l'autre côté de l'équateur. Donc le sac à charbon, c'est une nébuleuse obscure. C'est d'ailleurs la plus grande zone sombre de la Voie lactée. On n'est pas très loin donc de la constellation de la Croix du Sud. Les principales étoiles de la Croix du Sud, c'est Acrux et Becrux. Et donc si vous avez la Croix face à vous, eh bien vous regardez légèrement sur la gauche de la Croix et vous êtes vraiment dans le sac à charbon, une zone grande comme 30 fois le diamètre apparent de la Lune. Et c'est vraiment un trou noir finalement béant dans la Voie lactée. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Ça se remarque très bien à l'œil nu, même en ville. Si vous êtes dans une ville de l'hémisphère sud, ça se voit très très bien. Et avec une paire de jumelles, eh bien, on peut apprécier justement toutes les zones où cette nébuleuse obscure, eh bien, masque toutes les étoiles qui se trouvent en arrière-plan. Et pas très loin, à quelques degrés finalement de ce sac à charbon, il y a la boîte à bijoux NGC 4755. C'est un amas ouvert situé à environ 6500 années-lumière de nous, un amas ouvert avec des étoiles très lumineuses, un très très bel amas, sans doute un des plus beaux amas ouverts visibles à l'œil nu, aux jumelles, au télescope, bien sûr. Les étoiles colorées, ils sont assez nombreuses. Et ce qu'il y a de très chouette, c'est que quand on regarde la boîte à bijoux et quand on regarde le sac à charbon, eh bien, on peut mettre les choses en perspective, car au premier plan, on a le sac à charbon situé à 500 années-lumière de nous, et donc beaucoup plus loin derrière, on a les étoiles de la boîte à bijoux. Et à chaque fois que je le vois, c'est pas souvent, mais ça m'arrive, eh bien, je me dis, mais on a de la chance incroyable, parce qu'à quelques degrés près, le sac à charbon nous aurait caché la boîte à bijoux. Et ce n'est pas le cas, donc profitez de ces deux merveilles du ciel austral. Très bien, magnifique. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci? Je fais ma pub. Oui. Oui. Pendant les rencontres du ciel-espace, on avait programmé un spectacle avec David Elbaz et Mark Feld. Donc David Elbaz, l'astrophysicien, et Mark Feld, le magicien, qui s'appelait Magie Cosmologie. Et donc en ce début de mois de février, on le reprogramme. Et c'est un spectacle qui dure 1 heure, qui sera le dimanche soir à 18h30. Et ce qui se passe dedans, c'est assez chouette, puisque on va avoir le magicien qui fait un tour de magie, donc une illusion, hein, et David Elbaz qui passe derrière en disant ok, ça c'est une illusion, mais nous dans le ciel, dans l'espace, il se passe ça arrive, et on profite du planétarium, donc du dôme étoilé, pour illustrer les propos de l'astrophysicien. Donc le dimanche soir à 18h30 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Un spectacle très original qui mêle effectivement astronomie et magie. Eh bien écoutez, messieurs, merci. Les éphémérides de Ciel Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril Birnbaum pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Merci de soutenir nos publications en vous abonnant à Ciel Espace. C'est très facile en ligne à l'adresse cielespace.fr. Rendez-vous en mars et d'ici là, bonnes observations.